Nous allons corriger ensemble l'étude de cas sur le Bill of Rights avec une approche donc d'historien. Donc comme tout travail d'historien pour traiter d'un grand document comme le Bill of Rights, on va commencer par contextualiser. Donc c'est ce qu'on vous demandait dans la première partie, la partie A. Il fallait donner le contexte du document. Dans quel contexte ce document paraît, pourquoi on l'a rédigé. Rappelons rapidement le contexte. En 1685, le roi Charles II décède et c'est son frère catholique Jacques II qui arrive au pouvoir. Jacques II essaye de mettre en place un pouvoir absolu et pire encore, il essaye d'établir le catholicisme au Royaume-Uni, pays anglican, c'est-à-dire protestant et qui a donc horreur du catholicisme. Face à ce nouveau roi qui veut imposer des règles au Parlement et qui veut imposer le catholicisme, les nobles anglais appellent Guillaume III d'Orange, le neveu par alliance de Jacques II, qui est aussi le roi des Pays-Bas. Ce dernier envahit donc l'Angleterre sous prétexte de venir rétablir l'ordre et le protestantisme au Royaume-Uni. Face à cette menace, Jacques II abandonne Londres et fuit en France. En 1688-1689, la situation est assez anarchique pour les Royaumes-Unis. En effet, il n'y a plus de roi à la tête du pays, et pire encore, il y a des troupes de Hollandais et de mercenaires qui sont aux abords de la capitale. Maintenant que nous avons décrit le contexte politique des années 1688 et 1689, on va expliquer quel rôle va jouer le Parlement dans ce contexte. Dans ce contexte troublé, le Parlement va jouer un rôle central. En effet, le Parlement constitue la dernière institution du gouvernement. C'est donc la seule figure d'autorité restante, et c'est notamment le Parlement qui va déterminer que le roi Jacques II n'est plus digne d'être roi puisqu'il a fui le royaume, mais c'est aussi le Parlement qui a le pouvoir de choisir un nouveau roi, et ce nouveau roi, ça va être Guillaume III d'Orange. C'est un contexte totalement inédit, puisque c'est le Parlement qui va donner la légitimité au roi, c'est le Parlement qui va donner ses pouvoirs au roi, c'est-à-dire que avant cet événement, le roi tirait son pouvoir à la fois d'une explication religieuse, c'était un élu de Dieu, et c'était une tradition, comme l'avait dit Charles Ier lors de son exécution, c'était une tradition millénaire. Avec le couronnement de Guillaume III d'Orange, le Parlement fonde une nouvelle dynastie. Et désormais, c'est le Parlement qui va donner le pouvoir au roi, et donc le roi ne va plus avoir la même position. Il est évident dans ce modèle-là que le Parlement, qui donne le pouvoir au roi, est supérieur au roi. Et pour accentuer cette domination du Parlement sur le roi, il va accorder la royauté à Guillaume III d'Orange, à condition qu'il accepte le Bill of Rights. Une fois que l'historien a expliqué le contexte du document étudié, il s'agit de voir en quoi ce document a un rapport avec ce contexte, qu'est-ce qu'il apporte finalement, quelles nouveautés il met en place. Cela revient simplement à s'interroger sur l'intérêt historique de ce document. Dans cet extrait du Bill of Rights, on voit plusieurs articles qui mettent en place les relations entre le Parlement et le roi. Ce qui apparaît dès le premier article, c'est que le Parlement s'octroie désormais un pouvoir législatif. En effet, jusqu'alors le Parlement avait le droit de proposer des lois, de valider des lois du roi, mais désormais le roi n'a pas le droit de suspendre la loi sans l'accord du Parlement. Donc le roi ne peut plus modifier la loi sans que le Parlement lui donne son accord. Cela serait illégal. Donc on voit qu'il y a une loi qui se développe pour encadrer le pouvoir législatif du roi. Il en est de même pour la levée d'un impôt ou la levée et l'entretien d'une armée, ce qui correspond au pouvoir exécutif. Le roi a une puissance militaire seulement si le Parlement lui accorde. C'est un moyen de pression du Parlement sur le roi très important, puisque si le Parlement ne le veut pas, le roi ne pourra pas mener de guerre et il n'aura pas de troupes pour s'opposer au Parlement. L'aménagement du pouvoir juridique du roi qui avait commencé avec l'habeas corpus est renforcé ici avec cet article qui met en avant que aucun membre du Parlement ne peut être entravé pour ce qu'il a dit au Parlement, tout simplement. Concrètement, le Bill of Rights met en place une monarchie parlementaire. À partir de 1689, le Parlement d'Angleterre regroupe les pouvoirs législatifs en premier lieu, mais aussi un contrôle sur le pouvoir exécutif et une protection juridique. Donc concrètement, à partir de 1689, le Royaume d'Angleterre devient une monarchie parlementaire. Étudions maintenant ensemble les obligations du roi envers ce Parlement. Les deux articles les plus importants pour répondre à cette question sont les articles 8 et 13. L'article 8 vise à empêcher le contrôle du Parlement par le roi.
En effet, à de nombreuses reprises, les rois qui se voulaient absolus ont remplacé les membres du Parlement par des partisans. C'est-à-dire qu'ils allaient éjecter du Parlement des membres qui étaient opposés au roi et ils allaient mettre dans ce Parlement des personnes qui soutenaient le roi. Donc cet article 8, il empêche le contrôle du Parlement par le roi. Les élections des membres du Parlement doivent être libres. Le roi n'a pas le droit d'interférer dans ce processus. L'article 13, il est très important, puisque jusqu'alors le Parlement était une institution qui était appelée en cas de problème, en cas de trouble, et désormais, avec cet article, le Parlement devient une institution continue, c'est-à-dire que le Parlement va siéger en continu. Donc cet article, c'est vraiment l'institution de la monarchie parlementaire qui va poser les bases du pouvoir du Parlement sur le roi. Donc après avoir présenté le contexte, après avoir étudié la source primaire, on va s'intéresser à des propos d'un historien, donc d'une source secondaire. On va décrire, donc, selon le point de vue d'un historien, ce qui fait la principale force du Parlement après l'acceptation du Bill of Rights. Dans cet extrait de l'Angleterre à l'époque moderne, les auteurs ont voulu mettre en avant l'importance de cet événement, puisque pour la première fois en Europe, on a un gouvernement qui se veut représentatif. Et c'est bien là la force du Parlement en 1689, c'est-à-dire qu'on a une représentation du pouvoir. Alors bien évidemment, ce n'est pas une représentation de tous les sujets, mais de tous les grands nobles, de tous les riches du royaume, et donc de tous ceux qui sont influents. Ainsi, le fait que le couronnement de Guillaume III ait été choisi par le Parlement, cela donne une légitimité à celui-ci par rapport aux nobles du royaume. C'est-à-dire que ce n'est pas un descendant de roi qui a été imposé aux nobles, mais ce sont les nobles qui ont bien voulu de lui en tant que roi. Et donc il a une légitimité et un contrat différent entre les nobles et le roi. Mais ce qui fait la force du Parlement après l'acceptation du Bill of Rights, c'est surtout l'aspect continu du Parlement, c'est-à-dire que ça devient une institution permanente, comme c'est dit à la fin. Le Parlement n'est plus convoqué par le roi, il siège en continu. Enfin, la dernière question demandait d'expliquer pourquoi l'expérience politique anglaise est à contre-courant de ce qui se passait en Europe. Et donc là, ça correspondrait à une ouverture par rapport à ce document pour le mettre en relation avec ce qui se passe en Europe, tout simplement. À partir des propos de ces historiens, vous aurez pu mettre en avant le fait que, contrairement au reste de l'Europe, on a un gouvernement représentatif qui se développe, alors que dans la plupart des autres États, on a une concentration des pouvoirs dans les mains d'une seule personne, le roi. À partir du chapitre 1 de ce grand thème, donc à partir de l'étude de la France, vous auriez aussi pu faire une comparaison avec le développement de la monarchie absolue en France, en citant par exemple Louis XIV. Maintenant que nous avons vu la première révolution anglaise avec la constitution de l'habeas corpus, mais aussi la glorieuse révolution et la proposition du Bill of Rights, on peut faire un résumé de l'évolution du pouvoir du roi et du Parlement au XVIIe siècle, qui a vu la mise en place d'une monarchie parlementaire. Pour ce faire, je vous propose de revenir sur les questions 3 et 4 de la page 195, qui nous encouragent à comparer les pouvoirs du roi et du Parlement au début du XVIIe siècle et à la fin du XVIIe siècle. En comparant le fonctionnement politique de la monarchie anglaise au début du XVIIe siècle et à la fin du XVIIe siècle, on se rend compte qu'il y a eu des ruptures qui ont fait évoluer le rapport de force et les prérogatives du roi et du Parlement. Au début du XVIIe siècle, le Parlement est une institution exceptionnelle qui est convoquée par le roi dans des cas de crise et de litige au sein du royaume. C'est le roi qui convoque le Parlement, et si le Parlement s'oppose trop au roi, il peut le dissoudre tout simplement. On va souvent assister à des parlements qui sont contrôlés par le roi, puisque le roi va exclure des membres du Parlement pour y glisser à leur place des partisans. Et ce Parlement exceptionnel va avoir comme fonction de donner une légitimité aux nouveaux impôts ou aux nouvelles lois du roi dans ces temps de crise qui nécessitent des changements. Seulement, comme on l'a vu, face aux tentatives de renforcement du pouvoir monarchique, le Parlement et les nobles du royaume vont se dresser face à l'absolutisme des monarques et vont réussir à imposer des nouvelles lois, des nouveaux textes qui vont encadrer le pouvoir du roi et qui vont établir de nouveaux pouvoirs propres au Parlement. Ce conflit qui s'étend sur un siècle va aboutir à la mise en place d'une monarchie parlementaire, c'est-à-dire une monarchie où le monarque détient le pouvoir avec le Parlement qui est une institution permanente, donc le pouvoir est partagé entre le roi et le Parlement.
Ainsi, à la fin du XVIIe siècle, le Parlement gouverne avec le roi. Le Parlement contrôle les finances de l'État et du roi, c'est-à-dire que le roi doit justifier ses impôts, doit justifier ses dépenses de manière régulière. Le Parlement valide les impôts et surtout la levée et l'entretien des armées. Et très important, le Parlement est une institution qui est devenue permanente. Pour résumer, le XVIIe siècle en Angleterre est un moment de renforcement du pouvoir du Parlement et à l'inverse, une réduction du pouvoir du roi. C'est-à-dire que le Parlement renforce son statut de contre-pouvoir qui est là pour encadrer le roi, donc à l'inverse de ce qui se passe dans le reste de l'Europe, comme avec par exemple le développement de l'absolutisme en France. Cette frise chronologique vous aidera à bien comprendre l'enchaînement des événements qui ont abouti sur la mise en place d'une monarchie parlementaire en Angleterre. Les deux grands textes fondateurs sont bien l'Habeas Corpus après la Première Révolution et le Bill of Rights après la Glorieuse Révolution. Au début du XVIIIe siècle, le royaume bénéficie de cette évolution politique. En effet, une certaine stabilité est assurée par la place du Parlement, et cette stabilité est renforcée en 1707 par l'Union Act, donc l'acte d'union, qui va unir l'Angleterre, le royaume d'Angleterre, et le royaume d'Écosse. C'est dans ce contexte de stabilité que la colonisation du monde par l'Angleterre va s'accentuer. Colonisation qui avait commencé dès le début du XVIIe siècle avec la première colonie anglaise fondée en Amérique du Nord en 1607. La constitution d'un empire colonial va avoir des conséquences sur tout le royaume et notamment sur la politique du royaume d'Angleterre. C'est ce que nous allons voir dans une deuxième partie qui va porter principalement sur les États-Unis d'Amérique et leur indépendance. Dans cette seconde partie, on va s'intéresser à l'empire colonial britannique et à l'indépendance des États-Unis d'Amérique et des enjeux politiques que représente ce conflit. Avant d'aborder le sujet de la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique, il semble essentiel de faire un retour sur ce qu'est l'empire colonial britannique et pourquoi les Britanniques vont devenir la première puissance coloniale au monde. Ainsi, nous reprenons la même démarche que nous avons fait pour l'exercice précédent. Il faut contextualiser avant de parler d'un sujet. Cela n'aurait aucun sens de parler de la guerre d'indépendance si nous n'expliquons pas comment nous en sommes arrivés là et quels sont les enjeux de ce conflit. La Grande-Bretagne n'est pas forcément le pays le plus peuplé en Europe. Ce n'est pas forcément le pays qui dispose le plus de ressources. Mais il a un atout particulier. Son atout particulier, c'est sa position. La Grande-Bretagne est une archipel, c'est une île, qui est donc protégée des autres pays par l'accès maritime, tout simplement. De ce fait, l'Angleterre a développé une puissance maritime afin de protéger ses côtes. C'est notamment ce qui s'est passé en 1588, la bataille contre l'Invincible Armada, donc la flotte du roi d'Espagne. Eh bien, cet épisode, ce fut l'occasion pour l'Angleterre de créer une flotte puissante. Et si jusqu'alors l'Espagne dominait largement les espaces marins, rappelez-vous du chapitre précédent où on avait vu ses capacités de conquête avec l'Amérique du Sud notamment, eh bien, la fin du XVIe siècle va marquer une politique de construction de flotte accentuée. Et donc ça va marquer le début de l'hégémonie de l'Angleterre sur les mers. Il faut se rendre compte que la construction d'un seul de ce navire était un investissement très important à l'époque. Pour faire fonctionner un navire de ligne par exemple, il fallait à peu près 800 membres d'équipage, sans compter les troupes qui étaient transportées par ces navires. Donc c'était un investissement humain très important et financier très important aussi, puisqu'évidemment il y avait des coûts et une technicité très élevée. Voici une photographie de la reconstitution du navire l'Hermione, donc un navire français qui est un navire fameux puisqu'il a combattu lors de la guerre d'indépendance, aux côtés des Américains donc. C'est notamment ce bateau qui aurait mené Lafayette en Amérique. Ce bateau qui, je le redis, est une reconstitution, fait des tournées dans les grands ports de France, donc vous aurez peut-être l'occasion un jour de le voir. Et ça permet de voir comment étaient les navires de guerre au XVIIIe siècle. Vous trouverez ici une vidéo qui simule la fabrication d'un navire de ligne et qui vous montre à quel point c'est un processus complexe. Le développement de cette flotte va permettre à l'Angleterre de protéger ses frontières. Elle pourra ainsi se targuer de ne jamais avoir succombé à une invasion. Mais cette flotte va surtout permettre à l'Angleterre de développer un empire colonial très puissant. Au-delà de cette technicité navale, de cette domination navale, l'Angleterre se démarque aussi par une organisation militaire très développée et une organisation administrative qui va permettre la mise en place efficace d'un empire.
À la fin du XVIIe siècle, l'Empire britannique n'est qu'à son commencement et on constate que cela se concentre surtout sur des comptoirs. On peut observer des comptoirs en Afrique, en Inde et en Indonésie et dans les Caraïbes, mais une colonie de peuplement se met surtout en place en Amérique du Nord, avec notamment les 13 colonies, et une colonisation qui va de plus en plus loin dans les terres. Vous trouverez ici une vidéo assez précise qui montre l'évolution de l'Empire britannique de son commencement jusqu'à la décolonisation. Cette colonisation elle se fait donc de manière progressive avec l'établissement de peuplements le long de la côte est de l'Amérique du Nord. Ces colonies de peuplement qui accueillent tous les rejetés, tous les pauvres et tous les opportunistes d'Europe sont surtout les 13 colonies. Donc les 13 colonies, ce sont 13 petits États qui sont concentrés sur la côte est de l'Amérique du Nord, où chacun va présenter des règles différentes, mais toutes sont régies par la couronne britannique. Sans rentrer dans le détail, ces colonies ont pour but de produire des denrées exotiques qui, rappelez-vous, on l'avait vu dans le cadre du chapitre sur la première mondialisation, le commerce triangulaire, permettraient d'exporter vers la métropole des denrées exotiques qui vont donc être très rentables pour l'Empire britannique. Et en échange, l'Empire britannique va fournir des produits manufacturés qui sont très difficiles à produire en Amérique du Nord, où les ateliers et les manufactures sont peu présents. On va avoir une spécialisation de production selon le climat et les choix des exploitants, avec par exemple l'exploitation de grands champs de coton et de sucre dans les colonies du Sud, des activités qui demandent beaucoup de main-d'œuvre, ce qui explique l'arrivée massive d'esclaves venant d'Afrique, une différence de peuplement et d'activité qui sera à la base d'un conflit qui aura lieu bien plus tard, la guerre de sécession, à la fin du 19e siècle. Ces colonies sont extrêmement rentables pour la Grande-Bretagne et les bénéfices générés par ces colonies vont permettre de financer les guerres du Royaume-Uni. Cependant, la colonisation britannique va se heurter à la colonisation d'autres grandes puissances, et tout particulièrement celle de la France. En effet, les Français ont mené une colonisation très différente de celle des Anglais, puisqu'ils n'ont pas peuplé avec autant de personnes ces territoires conquis, et donc pour pouvoir assurer la domination française sur ces territoires, les Français agissent en procédant à des alliances avec les indigènes, avec les natifs qui vivent sur ces terres. Malheureusement, l'augmentation des populations dans les 13 colonies britanniques va entraîner de plus en plus de conflits, puisque les habitants de ces colonies vont vouloir s'étendre, vont vouloir avoir accès à plus de terres, et ils vont être bloqués au territoire français. Et donc il va y avoir des conflits d'usage, et des conflits de plus en plus réguliers entre les colons français et les colons britanniques. En 1756, la guerre de 7 ans éclate. Cette guerre va opposer de nombreuses grandes puissances européennes entre elles. C'est un conflit qu'on qualifie parfois de premier conflit mondial puisqu'il a lieu sur de nombreux lieux de la planète et également en Amérique du Nord. Ce conflit qui va opposer, entre autres, les Français et les Anglais, va donc donner lieu à des affrontements en Amérique du Nord pour le contrôle de ces nouveaux territoires. Ce conflit qui dure de 1756 à 1763 va opposer donc les colons britanniques aux colons français, ainsi que les populations indigènes qui vont être mêlées à ce conflit. Des troupes venant d'Europe seront envoyées et ce qu'il en résultera sera une victoire britannique. En 1763, la France renonce à ses territoires en Amérique du Nord. L'Angleterre prend donc possession de tous ces nouveaux territoires, mais cela ne va pas se faire sans problème pour la couronne britannique. C'est ce que nous verrons demain dans la prochaine séance qui traitera des fondements de la guerre d'indépendance. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne journée.